Et puis, nouveau rituel dans cette émission. Rémi Féraud, on va regarder ensemble 3 unes de la presse régionale qu'on a sélectionnées. D'abord, la une de La Voix du Nord. 1 an après l'attentat d'Arras, un hommage digne et poignant pour ne pas oublier. On l'a vu, cet hommage rendu hier à Dominique Bernard. La une de l'Alsace, c'est le mondial de l'auto qui s'annonce morose. Il s'ouvre aujourd'hui à Paris. Durcissement des normes écologiques, stagnation du marché du véhicule électrique. De nombreux constructeurs ont choisi de ne pas participer à ce rendez-vous. Et puis la dernière une, c'est celle de la montagne. Foot à la télé, ruée sur le piratage. La flambée des prix des abonnements pousse de plus en plus de supporters à pirater. Laquelle choisissez-vous? La Voix du Nord et l'hommage à Daniel Bernard et à Samuel Paty aussi cette semaine. Un hommage, on l'a vu hier, effectivement, hommage à Arras, on l'a vu sur les images. Michel Barnier qui sera aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine pour rendre hommage à Samuel Paty. Est-ce que, selon vous, les leçons de ces attaques terroristes ont été tirées? Quand on voit la mobilisation des Français comme hier à Arras, quand on voit la force de l'hommage aux victimes, on voit la mobilisation de la société française pour l'école, pour la laïcité, pour la République et contre le terrorisme islamiste. Mais quand je vois aussi les sacrifices qui sont demandés à l'école publique par le gouvernement, encore dans le budget qui va nous être présenté, je dirais que non, parce que il faut à la fois être très ferme sur la laïcité et que les laïcs parlent, qu'ils ne se taisent pas, comme disait Charb, mais il faut aussi donner les moyens à l'école publique de faire son travail, de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et là, je dirais que, évidemment, non, les leçons n'ont pas été tirées sur ce point-là. Hier, dans la tribune dimanche, la ministre de l'Éducation nationale disait que les atteintes à la laïcité sont en recul. Est-ce que, selon vous, c'est dû à la fermeté du gouvernement et notamment à celle de Gabriel Attal? Moi, j'avais approuvé la mesure de Gabriel Attal sur l'interdiction de l'abaya. Donc, il faut aussi savoir reconnaître des décisions qui vont dans le bon sens. Mais ça ne peut pas résumer une politique de l'éducation. Ça ne peut pas résumer un engagement pour la laïcité qui est un fondement républicain, le fondement de notre liberté et de la fraternité. Donc ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas mettre l'école publique au centre de sa politique. Bien au contraire, c'est aujourd'hui, par exemple, le budget le plus sacrifié certainement dans les chiffres qui sont annoncés par Michel Barnier, par le gouvernement. Je vois là vraiment quelque chose qui n'est pas cohérent et ça n'empêche pas qu'il faille l'union nationale sur le refus évidemment et la lutte contre le terrorisme islamiste, sur l'hommage aux victimes. Je ne confonds pas tout, mais je veux aussi bien mettre en regard ces deux dimensions du sujet. On reparle du budget dans quelques instants, mais d'abord l'autre information, on l'a vu dans le journal, c'est le gouvernement qui a donc annoncé hier par la voix de Maud Bréjon, la porte-parole, qu'il y aurait une nouvelle loi immigration en début d'année, notamment pour prolonger la durée de rétention dans les centres de rétention administrative. Quelle sera votre position sur cette loi? C'est des annonces, il n'y a pas de projet de loi. Mais je vois pas comment on pourrait être pour aller dans ce sens. Vous vous rendez compte que... Une nouvelle loi pour vous? Absolument pas. La loi précédente n'a même pas 1 an. C'était en janvier de cette année. Il y a dû y avoir une vingtaine de lois dans les 40 dernières années sur l'immigration. Une trentaine même. J'ai entendu Maud Bréjon dire qu'il y a besoin d'une nouvelle loi. Ils en ont besoin politiquement, parce que le gouvernement vit sous l'épée de Damoclès du Rassemblement national, donc il faut nourrir la bête pour que l'extrême droite ne censure pas le budget. On est vraiment dans la politique politicienne, sur le dos des étrangers, et Olivier Faure le disait tout à l'heure dans votre reportage, ça n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est une réponse à l'extrême droite, c'est pas une réponse à ce que demandent aussi les Français? Non, c'est une réponse à l'extrême droite. Les Français demandent de l'efficacité. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe avec les OQTF, les personnes qui doivent quitter le territoire, leurs difficultés d'application, ça n'est pas en allongeant le délai de rétention qu'on va être efficace. Il faut prendre les choses de manière sérieuse plutôt que d'agiter des boucs émissaires et de faire plaisir à l'extrême droite par avance. Autre sujet, c'est Sanofi qui est en discussion avec un fonds d'investissement américain sur la question du Doliprane. C'est le médicament le plus vendu en France. Antoine Armand, le ministre de l'économie, qui s'engage hier à ce que le Doliprane continue d'être produit en France. Il dit qu'il mettra des conditions, quitte à bloquer le rachat. Il a eu raison? Oui, mais c'est largement grâce à la mobilisation des parlementaires socialistes, de nos 2 présidents de groupe, de l'ensemble des parlementaires socialistes. C'est une question de souveraineté sanitaire absolument essentielle. La crise Covid l'a montré. Aujourd'hui,
Plutôt que de dire nous allons mettre des conditions, nous allons envisager, je pense qu'il est temps de le faire. Il y a des dispositions qui existent dans la loi française, dans la réglementation. Elle date notamment d'Arnaud Montebourg, du passage d'Arnaud Montebourg au ministère de l'Industrie. Je crois qu'il est vraiment temps de le mettre en œuvre, surtout quand on sait comment Sanofi a été aidé pour localiser sa production. Donc vous lui demandez de bloquer le rachat même sans condition ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ou alors que les conditions soient claires et certaines, mais j'en doute. Donc oui, nous demandons de bloquer ce rachat aujourd'hui. On va parler du budget, le budget 2025 qui a donc été présenté jeudi soir. On n'en sait plus sur le détail des 60 milliards à trouver, des choix du gouvernement qui continue de faire débat, y compris au sein de son propre camp. Michel Barnier se dit ouvert à toute modification lors des débats parlementaires. Alors quels sont les points qui pourraient coincer au Parlement? On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Rémi Ferro. Bonjour. Et Alex, le gouvernement a donc présenté aux parlementaires le budget 2025. 60 milliards d'euros d'efforts financiers, dont 41 milliards de baisse de dépenses, 19 milliards de hausse d'impôts. Quelles sont les mesures qui pourraient coincer au Parlement? Alors d'abord, il y a une mesure qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est la hausse des cotisations sociales pour les entreprises sur les bas salaires. Ces dernières années, ces cotisations, elles ont plutôt été abaissées pour favoriser l'emploi, mais cela a aussi développé la concentration des bas salaires au détriment du pouvoir d'achat. Donc le gouvernement prévoit d'augmenter un peu ces cotisations. Une hausse du coût du travail qui ne plaît ni au bloc central de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ni au Rassemblement national. Écoutez comment le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, l'a justifié vendredi devant les sénateurs. On peut aussi baisser les aides d'État, parce que ce sont des aides d'État, les allègements généraux. Vous les prenez comme des hausses de charges, mais c'est aussi un recul de l'aide d'État là-dessus qui doit être considéré, à mon avis, comme juste et proportionné dans ce besoin collectif aussi de redressement des comptes publics. Autre mesure budgétaire qui fait grincer des dents les parlementaires, la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Vous en parliez, Rémi Ferro, alors que de nombreuses classes sont surchargées, que beaucoup de professeurs ne sont pas remplacés. Mais Laurent Saint-Martin a justifié cette décision par la diminution du nombre d'élèves. On va l'écouter, c'était également vendredi, mais devant les députés. La démographie des élèves évolue. On a eu moins de 350 000 élèves ces 6 dernières années. C'est démographique, c'est statistique. Il y en aura encore moins, 97 000 sur la prochaine rentrée. Donc maintenant, on peut aussi se poser la question en intelligence collective de est-ce qu'on doit effectivement adapter le nombre de recrutements en face? Pour moi, la bonne gestion, c'est que oui. Et puis enfin, on a entendu la fronde monter la semaine dernière contre le gel des pensions de retraite pour les 6 premiers mois de l'année 2025. Et il n'y aura sur cette période donc pas d'indexation sur l'inflation. Cela rapporterait environ 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. On va écouter le député socialiste Arthur Delaporte qui dénonçait ce gel des pensions de retraite vendredi sur notre plateau. On ne va pas augmenter de 200 euros, c'est 200 euros en gros de moins au niveau du SMIC sur la retraite si on lisse ça sur l'ensemble de l'année. Eh bien écoutez, moi je trouve pas ça normal. Quand on a une petite retraite, on a besoin de ces 200 euros pour compenser les effets de l'inflation, etc. Et ça, je trouve qu'il y a une unanimité de la classe politique. Le problème, c'est que ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il faudrait aller chercher ces économies ailleurs si on ne veut pas aller prendre, notamment chez les petits retraités. Effectivement, face à la fronde des parlementaires, face à cette mesure, Michel Barnier a déjà prévu de l'abandonner, mais il souhaite maintenir les 4 milliards d'euros d'économie. Rémi Ferro, d'abord un mot sur cette hausse du coût du travail qui finalement est décidée dans ce budget 2025, hausse des cotisations sur les bas salaires. Vous allez la voter. Est-ce que vous ne craignez pas que cela freine l'emploi ? Je ne crois pas qu'on puisse prendre les choses comme ça. C'est un budget qui est presque du bricolage dans l'urgence. Donc on prend un peu partout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le compte, parce que, encore une fois, les hypothèses du gouvernement sont très optimistes sur la croissance, notamment l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les 60 milliards à la fin, pour vous? Mais je suis pas sûr qu'il y ait le compte. Non, je suis pas sûr. Oui, en effet, je suis pas sûr qu'il y ait le compte. Je suis pas sûr qu'il y ait les 60 milliards parce que les hypothèses chaque année ont été très largement surévaluées. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans cette situation de crise des finances publiques. Et puis ensuite parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Je crois que la priorité, ce serait vraiment de mettre à contribution et de le faire vraiment les Français les plus riches, les grands groupes et les super profits. Or, ça n'est pas la direction que prend le gouvernement. Il ne le fait que de manière presque un peu anecdotique, notamment sur les Français les plus riches.
mais il n'y a pas de rétablissement d'un impôt sur la fortune. Et ça, pour nous, je pense, notamment à gauche, c'est ça qui devrait être la priorité aujourd'hui pour montrer de la justice fiscale. Vous allez fiscale. élargir l'assiette. Aujourd'hui, ça concerne les personnes seules qui gagnent 250 000 euros, les couples qui gagnent 500 000 euros. Vous dites qu'il faut descendre ce seuil ? Oui, d'ailleurs, c'est le gouvernement qui l'avait dit. Ils ont réduit, je crois, c'était 65 000 foyers fiscaux qu'ils envisageaient de mettre à contribution par cette contribution sur les hauts revenus. Ce n'est pas le patrimoine, c'est le revenu. Et il n'en resterait plus qu'une vingtaine de milliers. Donc il transforme en une mesure anecdotique ou quasiment ce qui avait été présenté comme un vrai élément de justice fiscale. Finalement, là-dessus, on est dans la continuité du macronisme, même si Michel Barnier n'est pas lui personnellement responsable de l'état des comptes publics aujourd'hui. Donc je répète ma question, les hausses de cotisations sociales sur les bas salaires, est-ce que vous les votez ? Est-ce que vous êtes pour ? Moi, je suis favorable, en effet, à ce que les allègements de cotisations sociales soient réduits, parce qu'aujourd'hui, ils coûtent extrêmement cher à la sécurité sociale ou au budget de l'État, sans toujours être efficaces en matière d'emploi. Mais il faudra aussi une discussion parlementaire pour voir quels sont les allègements de cotisations qui doivent être diminués pour être efficaces, juste ne pas mettre en difficulté les entreprises, ne pas nuire à l'emploi. Donc nous allons évidemment regarder cette mesure-là. Alors 4 000 postes supprimés dans l'éducation nationale, mais en face, il y a quasiment 100 000 élèves en moins. Ça paraît une décision logique. Faites le calcul. La réduction du nombre d'enseignants, qui va aussi vite, voire plus vite que la réduction du nombre d'élèves, c'est un sacrifice de l'éducation nationale. La diminution du nombre d'élèves, elle est aussi l'occasion de renforcer l'encadrement des élèves. Et si on met la priorité à l'école publique, on raisonne comme cela. Par ailleurs, on parle de grands chiffres très généraux, mais il y a tellement d'inégalités entre les territoires, entre les quartiers, entre les écoles, qu'on ne peut pas raisonner comme ça. 4 000 postes d'enseignants en moins, ça veut dire que l'éducation nationale est le premier sacrifié de ce budget. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est une bonne politique? Est-ce que c'est ce que souhaitent les Français? Est-ce qu'on prépare l'avenir comme ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, il y a une autre mesure, on en parlait, qui fait grincer des dents au Parlement, c'est le gel des pensions de retraite sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Est-ce qu'il faut, selon vous, maintenir cette mesure, mais en épargnant les retraités modestes ? Non, je pense qu'il faut épargner les retraités modestes et de la classe moyenne. On est aujourd'hui dans une situation où 7 ans de macronisme auront diminué les recettes de l'État de 50 à 60 milliards d'euros par an, essentiellement au bénéfice des entreprises, des Français les plus aisés, des revenus du capital. Et on le fait payer à qui aujourd'hui ? Avec justement la non-indexation des retraites ou avec la taxe prévue sur l'électricité, on le fait payer par tous les Français, y compris les plus modestes. C'est ça une politique injuste, c'est contre ça que nous allons essayer de nous battre, de proposer des amendements dans la discussion budgétaire. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a dit également qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes sur le gaz. Vous êtes d'accord avec ce choix du gouvernement ? Elle a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taxes sur le gaz et d'autres ministres ont dit qu'il y en aurait. Donc il y a... Alors hier, elle a dit que l'arbitrage, c'est pas Pardon, c'est Maude Bréjon qui a dit qu'il n'y en aurait pas et la ministre, une autre ministre, Mme Pannier-Runacher, qui a dit qu'il y en aurait. Donc on verra. Il y a quand même beaucoup de tiraillements au gouvernement et dans la majorité. Je pense à la base, il y avait une différence entre Agnès Pannier-Runacher et Laurent Saint-Martin, qui ne disaient pas la même chose. Maude Bréjon a dit hier, l'arbitrage, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, on verra dans la discussion parlementaire. Je pense que ces taxes sur l'énergie qui touchent tous les Français, quelles que soient leurs conditions de vie, leurs revenus, doivent être évitées parce que le pouvoir d'achat doit être la priorité aujourd'hui. La Cour des comptes, qui est présidée par le socialiste Pierre Moscovici, préconise de supprimer 100 000 emplois dans la fonction publique territoriale. Vous adhérez à cette idée ? Non, je crois que ce n'est pas raisonnable. Je crois que ce n'est pas raisonnable du tout. Les collectivités territoriales remplissent un rôle absolument essentiel en termes de services publics, de solidarité, de proximité. Les Français y sont attachés, notamment à leurs communes. Et je crois que ce chiffre n'est pas raisonnable. Je ne vois pas d'ailleurs à quoi il renvoie. Les collectivités qui doivent contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros à l'effort demandé, c'est ce que souhaite le gouvernement. Est-ce que vous adhérez à cette idée ? Non plus. Le gouvernement... et quand même reste la majorité actuelle. Les macronistes sont responsables de l'état des finances publiques et veulent le faire payer aux collectivités locales, notamment aujourd'hui. Et 5 milliards d'euros, le chiffre est largement sous-évalué parce que ça ne prend pas en compte les effets de l'inflation, d'autres mesures, la diminution du fonds vert qui permet à l'État de subventionner des projets de transition écologique. Ces 5 milliards-là aussi ne sont pas raisonnables. J'espère que le Sénat va se battre au-delà même de la gauche. Nous allons nous battre. Je suis élu parisien. Je vois comment ces 5 milliards
Pour la ville de Paris, ça représenterait plusieurs centaines de millions d'euros de ressources en moins, dont l'État prive les collectivités locales. Ça n'est vraiment pas raisonnable, il est temps de revenir dessus. Les élus, les associations d'élus sont extrêmement remontées, comme vous avez pu le voir, elles ont raison. Et je pense que l'État doit arrêter de faire payer aux collectivités locales par des prélèvements les fruits très négatifs de sa politique en matière de finances publiques. Quelles seront les grandes mesures que vous et les socialistes porterez au Parlement durant l'examen de ce budget ? En matière de recettes, nous porterons des mesures de justice fiscale. Je l'ai dit, sur un impôt sur la fortune écologique, sur une conditionnalité du crédit d'impôt recherche pour qu'il soit plus juste, plus concentré sur les PME et sur les investissements, sur la recherche en matière de transition écologique. Nous allons aussi porter la taxation des super-profits plutôt que la mesure uniforme que prévoit le gouvernement. Et puis en matière de dépenses, nous allons nous battre pour un certain nombre de budgets. Il faut notamment penser à la santé, à l'hôpital et à l'école publique et aux collectivités locales. Michel Barnier dit qu'il est ouvert à toutes les propositions issues des parlementaires. Est-ce qu'un accord pourrait être trouvé avec les socialistes, gouvernement socialiste, ou est-ce qu'un 49.3 est inéluctable selon vous ? Alors ça, c'est à l'Assemblée nationale. Et c'est le gouvernement qui déclenche le 49.3. Il y aura des accords entre les deux groupes socialistes quand même. Oui, bien sûr. J'imagine que le gouvernement déclenchera le 49.3. C'est pas parce que nous n'allons pas voter le budget qu'il ne faut pas écouter un certain nombre de nos propositions. C'est ça la discussion parlementaire. Et pour ce qui concerne ici le Sénat, j'espère vraiment que les collectivités locales pourront être défendues et défendues efficacement et que le gouvernement nous entendra. Ben justement, on va en parler tout de suite. Le temps de remercier Alex. À tout à l'heure, Alex. On parlera de la nouvelle loi immigration. Ce sera à suivre dans le club. Et nous, on va continuer à parler de budget, justement, et les conséquences de ce budget au plan local. On voit tout de suite ça avec Jacques Paquier, qu'on retrouve. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Jacques, et justement, on va parler avec vous des conséquences des économies budgétaires au plan local à Paris. Oui, alors Rémi Féraud, vous venez de le dire, vous y êtes opposé, il vous semble que ces mesures ne sont pas raisonnables. Intercommunalité de France a calculé, je retrouve mes notes, mais pour la ville de Paris, ça représenterait en effet 154 millions d'euros de prélèvements, 700 pour l'Île-de-France, sur les 3 milliards d'euros donc prélevés sur les recettes 2025 pour contribuer à la réduction du déficit public. On se souvient, Monsieur Féraud, que la ville de Paris avait augmenté la taxe foncière. On a l'impression que vos marges de manœuvre l'an dernier, vos marges de manœuvre fiscales ne sont pas très grandes. Quelles conséquences pour Paris ? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a aucune économie à faire ? Et comment et sur quelle réduction de services publics porte votre inquiétude ? Alors d'abord, ces 150 millions d'euros qui sont dans un tableau que j'ai vu également... Je crains qu'il ne soit sous-évalué, sous-estimé. C'est d'abord notre première crainte. Ensuite, nous avons déjà augmenté la taxe foncière à Paris, comme le font d'ailleurs beaucoup de communes françaises, confrontées à cette privation de ressources. Nous réclamons encore au gouvernement de pouvoir augmenter un certain nombre de ressources et ne pas être privé de certaines autres. Augmenter, c'est-à-dire pouvoir augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, sur les logements vacants, la taxe de séjour sur les palaces. Et puis ne pas être privé de ressources comme celles sur les entreprises qu'on appelle la CVAE. Ça ne concerne pas que Paris, ça concerne toutes les collectivités françaises. Et faire des économies, bien sûr, on peut toujours faire des économies. On peut toujours aussi faire de la démagogie sur les économies. C'est assez facile. Mais quand on fait des vraies économies, eh bien, on sacrifie des politiques publiques. Et nous allons tout faire pour ne pas sacrifier de politiques publiques, et notamment celles qui sont le plus indispensables aux Parisiens. Jacques, justement, sur la taxe sur les logements vacants. Absolument. Je crois que Rémi Féraud, vous êtes tout à fait favorable, si j'ai bien lu X et suivi vos propos, tout à fait favorable à une proposition de votre collègue Jacques Baudrier, qui est en charge du logement à Paris et qui prend l'exemple belge, où la taxe, où les logements vacants, de même que je crois les résidences secondaires, sont beaucoup plus taxés qu'à Paris. Il estime, je crois, à plus de 200 000 le nombre de logements qui reviendraient sur le marché si on élevait cette taxe. Vous soutenez cette mesure ? Vous pensez qu'elle est réaliste et que le gouvernement pourrait l'avoir de façon favorable ? Alors je pense que le gouvernement va avoir du mal à l'avoir de manière favorable, mais il a tort. Il faudrait permettre aux collectivités
qui sont confrontés à une vraie crise du logement. Ça concerne Paris, toute l'Île-de-France, d'autres régions françaises, de pouvoir dissuader les propriétaires de laisser leur logement vide et de pouvoir aussi favoriser les résidences principales sur les résidences secondaires. Donc en augmentant la taxe sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires, c'est un outil qui le permet. Et en Belgique, c'est en effet extrêmement dissuasif. Vous voyez bien qu'à Paris aujourd'hui, il y aurait plus de 250 000 logements qui sont vides ou des résidences secondaires. Ce sont 250 000 logements dont sont privés les Parisiens pour leur habitat principal. C'est le droit au logement qui est en cause. Donc oui, je suis tout à fait favorable à ce que la politique en France puisse évoluer en matière de logement. Ça vaut aussi sur Airbnb. Il y avait un texte de loi qui était en discussion au Parlement avant la dissolution. Quand va-t-il reprendre pour que les propriétaires ne soient plus incités, comme c'est le cas aujourd'hui, par la loi fiscale, à mettre leur logement en location saisonnière plutôt qu'en location permanente? On marche sur la tête alors que la crise du logement est extrêmement grave et qu'une ville comme Paris, très attractive économiquement pour l'emploi, est évidemment en première ligne face à cette crise du logement. Un mot sur un autre texte qui concerne Paris, pas que Paris, Lyon, Marseille, c'est la réforme du mode de scrutin. Il en était question avant la dissolution, depuis ça semblait enterré, le fait d'élire le maire au suffrage universel direct et non plus par arrondissement. Cette réforme pourrait être remise au goût du jour, notamment par Sylvain Maillard, le député de Paris, qui l'a porté. Vous y êtes favorable, vous? Pas du tout. Mais vous voyez déjà, ça n'est pas une élection du maire au suffrage direct qu'il propose, puisque le maire est élu au suffrage indirect dans toutes les communes de France. Il propose de supprimer les arrondissements ou de réduire leur rôle de manière très importante. En fait, à Paris, c'est encore plus particulier puisque c'est les maires d'arrondissement qui élisent le maire de Paris. Pas du tout. Alors qu'ailleurs, ce sont les conseillers de Paris. Il y a le conseiller de Paris, voilà. Alors qu'ailleurs, vous élisez une liste, et le maire est élu sur une liste et le conseil municipal élit le maire. Les conseillers de Paris élus sur des listes par arrondissement, comme depuis toujours. Mais là, il n'y a pas de bulletin à Hidalgo, c'est ça qu'on veut dire. Je ne vais pas voter à Paris pour dire ça. Parce non, mais c'est beaucoup plus indirect à Paris, à Lyon et à Marseille, puisqu'il y a des arrondissements. Pas du tout, ce sont des grandes villes avec la nécessité de beaucoup plus de proximité. On est... ça fait 2-3 ans qu'ils parlent de cette réforme du mode de scrutin. Ils enterrent le projet, ils le déterrent de temps en temps. Je pense que cela est nul et non avenu. Ils n'ont pas plus urgent à faire. Donc il ne faut pas la remettre au goût du jour. Absolument pas. Il ne faut pas changer un mode de scrutin pour des raisons politiciennes, sans majorité à l'Assemblée et sans vraie raison. Merci Jacques Paquier, merci. Un sommet de l'Axe-Seine sous le signe de la décarbonation. C'est à la une du journal du Grand Paris. Un petit mot, puisqu'il nous reste une petite minute pour parler du Parti Socialiste. François Hollande a dit la semaine dernière, c'était lundi dernier, qu'il voulait une nouvelle figure pour diriger le Parti Socialiste. Vous aussi? Je veux d'abord un congrès, parce que c'est le rythme démocratique normal d'une organisation politique comme le Parti Socialiste, une clarification de notre ligne et de notre stratégie politique et la poursuite de la reconstruction d'une vraie social-démocratie française, comme nous l'avions fait avec Raphaël Glucksmann au moment des élections européennes. Qu'est-ce qu'il faut clarifier, selon vous ? La stratégie, l'accord avec les Insoumis, notamment. Je crois qu'il faut vraiment, à un moment, rompre avec ceux qui sont dans cette dérive. Il faut clarifier nos propositions. Et puis aussi se rassembler, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas rassemblé, mais pour ça, il faut avoir un moment démocratique et un moment qui définisse vraiment comment nous voulons aller et où nous voulons aller pour pouvoir l'emporter en 2027. Parce que la gauche, telle qu'elle est partie aujourd'hui, n'est pas en mesure de l'emporter en 2027. Il faut vraiment sortir de l'emprise de LFI. Je crois qu'une grande majorité de nos électeurs et de nos militants y est prête. Merci Rémi Féraud.